Pour comprendre la mission canadienne en Afghanistan, il faut remonter au 11 septembre 2001, l'attaque sur New York. Les États-Unis en tête, sous le choc, entre autres avec les forces canadiennes, allaient chasser les talibans hébergés en Afghanistan. On allait aussi aider le pays à se rebâtir, construire des écoles, aider les jeunes filles à aller à l'école. Le Canada a offert de s'occuper à l'époque de Kandahar, au sud, une des provinces les plus dures. En 2007, alors que le débat faisait rage au Canada sur le bien-fondé de cette mission, alors que les dépouilles revenaient au pays, Charles Dubois, caméraman, et moi sommes allés voir dans quelles conditions les soldats canadiens travaillaient, quelle était la nature de cette mission, justement, ce qu'elle avançait, comment on pouvait mesurer sur le terrain les résultats. En cette journée où l'on rend hommage aux militaires tués ou blessés lors de ce conflit, nous avons cru important de vous remontrer une partie de ce reportage qui a été diffusé d'abord à 1 heure sur Terre en septembre 2007 pour mesurer justement le fort prix qu'ont dû payer bien des militaires. 22 août, 6 heures du matin. Oui, on embarque dans leur premier. Une journée pas comme les autres sur la petite base Wilson, à une quarantaine de kilomètres de Kandahar. Dès le lever du soleil, les soldats de la compagnie B de Valcartier savent que leur entraînement est terminé. Dans quelques minutes, ils avanceront au pays des talibans. L'adjudant-maître Mario Mercier sera notre guide pendant cette longue journée. Quelqu'un qui n'a pas peur, je crois qu'il n'est pas définitivement normal. Cette première opération du 22e a été conçue comme une démonstration de force. Une douzaine de véhicules blindés, des chars, des camions. L'objectif, aller reprendre la montagne de Gundegar à 16 km de là. Avec la force de manœuvre qu'on a sortie, ça se ratera pas, là. On va être surpris. Vers 11 heures, l'opération prend toute une autre tournure. Au loin, les soldats aperçoivent les femmes et les enfants quittant le village. À cause qu'ils sont cachés, on voit les femmes et les enfants qui commencent à quitter. Donc là, c'est des indicateurs qui nous indiquent que peut-être, potentiellement, il peut y avoir des insurgés. Des insurgés, comme les militaires les appellent, qui vont tirer. Présentement, on est en train d'engager la provenance du tir. Des tirs de fusils et de mortiers provenant d'une poignée de talibans cachés derrière ces murs. À 2-9, ici à 2-2, on vient de recevoir une rampe de mortier condamné. Après 9 heures de va-et-vient, d'avancée et de recul, on commande à l'artillerie de répliquer. Là, c'est pas de la smoke. Non. Qu'est-ce qui va tomber? L'artillerie. On a appelé l'artillerie. On est dedans, là. On est dans le fight en Check ça tomber. Check ça tomber ici, nous. On va en avoir 2 autres. Selon vos standards, c'est une grosse, moyenne, petite bataille, ça, dans... C'est une des bonnes, en tout cas. Définitivement. Oui, c'est gros. Oui, c'est gros. La disproportion de moyens frappe. Une poignée de talibans, avec leurs mauvais tirs de mortier, arrive tout de même à stopper une douzaine de chars, de véhicules blindés et des canons modernes. Ils sont démontés, ils sont agiles, puis ils ont des caches, puis ils sont à l'âge. Ils sont light. Ils n'ont pas beaucoup d'équipement sur le dos. Dans les mêmes conditions, tous nous expliquent ici que les Américains auraient depuis longtemps fait appel à l'aviation et bombardé tout le village. Les Canadiens, ce jour-là, font preuve de patience. C'est le but de la manœuvre présentement, là. C'est de sauver les dommages collatéraux et continuer à sécuriser avoir la protection de la force. 17h30, on fonce vers la montagne. Canon midi, canon midi! Le commandant veut que les choses bougent plus rapidement. La nervosité est à son comble. À moins d'1 kilomètre, le commandant veut être rassuré. A-t-on bien inspecté la montagne? À 2-9, rassure-moi que tu es en train d'éclairer le niveau 1 est en position à vous. Que le niveau 1 a été dégagé de tout ID à vous. Niveau 3-2 négatif, le niveau 1 est encore à dégager. À vous. Ralentis, on voit rien. OK, 2-9, là, ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est que tu fasses ce que tu es payé pour faire. Tu vas commander ton peloton, tes 3 sections de GD. Vous allez dégager maintenant le niveau 1. Après ça, vous allez bouger au niveau 2, 3, puis finalement 4. Il faut que ça bouge, cette affaire-là. Au même moment, amplifiant cette impression d'essoufflement, un char est la cible de tirs de mortier.
There's a mortar landed approximately 10 feet behind my vehicle. Marty est tombé sur la drette sur le top, hein? Ouais, drette dessus. « 18 heures, nous arrivons à 200 mètres de la montagne. On rappelle à tous les chauffeurs de véhicules de rester dans les traces pour éviter de rouler sur une mine. On reste dans les traces. Appuie l'électrique. Stop! Stop! Vas-y, avance. Alors que nous arrivions au sommet, que je notais mes dernières impressions sur cette bataille, sur cette mission surréaliste contre des talibans invisibles, alors que j'encerclais les mots « perpétuel recommencement », alors que Charles et moi en avions assez vu pour comprendre l'extrême difficulté de cette mission, alors que je me demandais à quoi ressemblera cette région en février 2009 lors du départ des Canadiens, soudain, tout s'est éteint en un fracas. En reculant, notre véhicule a frappé une mine dissimulée sous une épaisse poussière de montagne. Le caporal-chef, Christian Duchesne, a été éjecté. Il est décédé sur place. L'adjudant-maître, Mario Mercier, notre guide, n'a rien pu voir non plus de la fin de l'histoire, étant placé juste au-dessus de l'explosion. Expulsé lui aussi, l'interprète afghan des forces canadiennes est mort en route vers la base de Kandahar. Le caporal-chef, Nicolas Magnan, a été gravement blessé aux jambes. Dans le véhicule, il ne restait que Charles et moi, sonnés. Charles a souffert d'une grave fracture ouverte et a dû être amputé de la jambe droite, sous le genou. Ces images sont les siennes et témoignent de ce besoin d'aller raconter les histoires, même difficiles. Plus tard cette nuit-là, les forces canadiennes ont déclaré que l'opération militaire avait été un succès, que la montagne avait été reprise aux talibans. C'est vrai. Mais les soldats de la compagnie B qui sont arrivés au sommet se sont fait attaquer pendant 10 jours et ont dû attendre 2 semaines avant qu'un convoi puisse enfin aller les rechercher. Okay, bravo. Malgré tout, la très grande majorité des soldats rencontrés croient en cette mission. Je crois sincèrement que si j'étais dans les mêmes conditions de ce que je vois depuis que je suis ici, j'aimerais ça que quelqu'un m'aide. À même titre que quand c'était nos propres Canadiens dans le verglas, dans Oka, on a aidé notre monde, je pense à la même chose. C'est les valeurs qu'on cultive chez nous. L'adjudant-maître Mario Mercier croyait en sa mission. La question est de savoir si la mission, telle que définie, lui rendra justice. 22 août 2007, à une quarantaine de kilomètres de Kandahar, une journée pas comme les autres. Un mot pour vous dire que Charles Dubois, mon camarade, va bien. Il travaille à Ottawa comme cadre. Si on vous a représenté ce reportage-là, c'était aussi pour souligner, on parle et on donne des chiffres, des statistiques, 158 soldats blessés, morts, 2000 blessés. C'est ce qu'ils ont vécu au quotidien pendant toutes ces années dans le sud de l'Afghanistan, une mission extrêmement difficile où les succès se mesuraient très difficilement. Cette montagne dont on parlait, ils l'avaient sécurisée 3 mois avant, ils sont retournés, etc. Avec moi, Jocelyn Coulon. Jocelyn, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, je le rappelle, directeur du réseau de recherche sur les opérations de paix à l'Université de Montréal. Vous connaissez bien cette mission. Je posais la question en 2007, est-ce que la mission va être à la hauteur du sacrifice que ces gens-là ont donné? Comment on peut mesurer l'échec ou les réussites d'une mission?
C'est toujours très difficile de le faire au moment même où la mission se retire, en 2014. Parfois, il faut mesurer ça dans 5, dans 10 ou dans 15 ans, parce que tous les programmes de reconstruction qui sont mis en œuvre sur un territoire, que ce soit l'Afghanistan ou ailleurs, prennent du temps. Et vous le savez, vous êtes allé dans la région de Kandahar, il y a là un barrage, le barrage de Dalla et tout son système d'irrigation. C'est le deuxième plus grand barrage d'Afghanistan, construit dans les années 50, et c'est le Canada qui a entrepris de le réhabiliter. Et ça, c'est très important pour un pays où il y a très peu de terres arables. Donc, les dizaines de millions de dollars qui sont investis pour désensabler et réhabiliter un barrage auront des effets dans plusieurs années sur l'agriculture et sur l'économie générale de la région et de l'Afghanistan. Ça, c'est une mesure du succès. Alors, et il y en a dans toute l'Afghanistan aussi, parce que n'oubliez pas que le Canada était avec 45 autres pays sur le terrain. Donc, des avancées. Vous parlez du barrage, et c'est fort juste, effectivement. Il y a eu effectivement un certain nombre d'écoles, même si certaines écoles qui avaient été bâties ont été détruites ensuite par les talibans, mais on n'a pas réglé un problème qui est endémique dans cette société-là, c'est-à-dire une société presque moyenâgeuse sur certains aspects. Les talibans sont toujours présents. Alors, on ne peut pas dire c'est réglé, on part. Non, la mission n'est pas accomplie dans ce sens-là. Mais d'où est-elle partie exactement en 2001? Qu'est-ce qu'il y avait en Afghanistan en 2001? 700 000 élèves dans les écoles. Il y en a aujourd'hui 7 millions, dont 3 millions de filles. Donc, ça aussi, c'est une mesure et ça aura des effets dans 5 ou 10 ans lorsque toutes ces générations vont sortir des écoles pour venir irriguer la société afghane. Alors, vous parliez des talibans. C'est vrai que ça, c'est un échec, le dialogue ou la négociation avec les talibans. Mais elle est en cours. Et le prochain président qui sera élu dans quelques semaines, puisqu'il y a un deuxième tour de l'élection, ce sera à lui maintenant de faire la paix avec les talibans. Beaucoup de voix s'élèvent pour dire les Occidentaux sont peut-être partis trop rapidement. Après avoir payé un lourd prix en vie humaine, en coût, ça a coûté une fortune, cette mission-là, le Canada et d'autres pays auraient dû peut-être rester plus longtemps. Qu'en pensez-vous? Alors, les Occidentaux ne se retirent pas complètement. D'abord, les Américains ont signé, ou s'apprêtent à signer avec le nouveau gouvernement, un traité sur 10 ans pour maintenir un certain nombre de militaires sur le terrain. Le Canada, par exemple, est engagé dans un programme d'aide de 300 millions de dollars jusqu'en 2017 pour continuer justement ses efforts en termes de purification de l'eau, d'éducation, de santé des femmes et des enfants. Donc, la coalition, elle est toujours présente, mais son format militaire est réduit et son empreinte économique, développementale, va se poursuivre. Est-ce que les forces canadiennes, parce que je le disais en introduction, à l'époque, on avait refusé l'Irak et on se sentait un peu obligé de participer très activement en Afghanistan. Et on a dit, nous, on va prendre la province la plus, en tout cas, une des plus difficiles dans le sud du pays, Kandahar. Est-ce que nous étions prêts à cette bataille-là? En fait, nous étions prêts, mais les Américains qui avaient occupé cette partie de l'Afghanistan, ce sont eux qui sont partis trop vite. Il ne s'agit pas de les blâmer, mais tous ceux à qui vous posez la question vous diront, lorsque les Canadiens sont arrivés dans cette région, ils ont trouvé une région qui avait été laissée complètement à l'abandon parce que les Américains étaient tellement pressés d'aller en Irak qu'ils ont, entre guillemets, abandonné l'Afghanistan. Ils se sont repris lorsque Obama a augmenté le nombre de troupes sur le terrain, mais il était un peu tard d'une certaine façon. Donc, à la question, et on l'a posée exprès comme ça, est-ce que ça en valait toute cette peine, tous ces efforts? Vous êtes du côté un peu plus positif parmi les analystes. Oui, je pense que ça en valait la peine. Et comme je vous le mentionnais en début d'entrevue, la mesure du succès ou de l'échec, on la verra dans 5, 10 ou 15 ans. Jocelyn Coulon, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau pour parler de ça aujourd'hui. C'est important. Merci infiniment. À la prochaine. Au revoir.